collègues, nous avons l'honneur d'accueillir M. Alain Vidalis en tant qu'ancien secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche au sein du gouvernement Valls II à partir du 26 août 2014. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions dans cette salle que vous connaissez bien. Nous avons entamé en février les travaux de notre commission d'enquête sur les révélations des Uber Files, l'ubérisation, son lobbying et ses conséquences. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations sur l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France, l'ubérisation et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Dans la mesure où vous avez été nommé secrétaire d'État chargé des transports à l'époque du conflit entre les taxis et les VTC en 2014, après l'arrivée d'Uber sur le marché français, vous avez participé à l'élaboration des lois Thévenoud puis Grand-Guillaume pour résoudre ce conflit. Il nous est apparu essentiel de recueillir votre témoignage. Et d'une manière générale, nous souhaiterions connaître votre appréciation des révélations des Uber Files et de l'implantation de la société Uber en France et des VTC en France. Je vais vous laisser vous exprimer, puisqu'on a pris un peu de retard, donc je vais faire très bref. Vous avez vu les débats qui ont animé notre commission d'enquête, l'équilibre à trouver entre l'accompagnement des nouveaux acteurs, la place laissée à la croissance et l'innovation, et bien sûr le respect du droit, de l'ordre public et la protection d'une profession réglementée qui était celle des taxis. Nous venons à l'instant d'auditionner le Premier ministre, M. Cazeneuve, qui nous a dit qu'il n'y avait pas eu de deal, comme ça a été rapporté par la presse, entre le gouvernement et Uber au sujet de l'harmonisation des conditions d'accès à la formation et à la profession des chauffeurs de taxi et de VTC. Je voudrais donc vous interroger sur votre perspective sur les révélations des Uber Files, sur votre rôle à l'époque et les différents éléments notamment que je viens de mentionner qui a fait l'objet d'une couverture médiatique conséquente. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter, Monsieur le Ministre, à activer votre micro, lever la main droite et dire « Je le jure ». Je jure. Merci, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, la société Uber s'est installée en France avec la certitude que la révolution dans le transport particulier de personnes qu'elle proposait justifiait la méthode du passage en force et le risque assumé d'un conflit juridique permanent exacerbé. Mais cette stratégie n'est pas spécifique à la France. Elle a été appliquée partout, dans toutes les métropoles et d'une manière systématique. En France, pour parvenir à ses fins, la société Uber a délibérément mis en service Uber, système aberrant où chaque citoyen devenait lui-même potentiellement un chauffeur à ses heures perdues, et a utilisé, ce qui était plus sophistiqué, le cadre juridique LOTI, qui permettait le recrutement de chauffeurs avec un simple permis B. C'est là la fraude massive de Uber en France, au départ, en plus de Uber Pop. Il a été mis fin au système Uber Pop, j'y reviens pas, et le contournement de la LOTI a été rendu impossible par un dispositif législatif. Et le gouvernement, pendant cette période, le gouvernement auquel j'ai appartenu, j'avais été précédemment ministre des Relations avec le Parlement et porté la loi sur la transparence, ce qui me permet d'avoir aussi cette vision des choses. Le gouvernement a été soumis à un double conflit. Le conflit entre les taxis et les VTC, mais aussi en parallèle le conflit entre les chauffeurs VTC et Uber. Et il fallait gérer parfois en même temps ces deux approches. Et l'opinion publique, dans cette période, on remonte ici il y a pratiquement 10 ans, l'opinion publique était très favorable à Uber. Il y avait un véritable succès chez les utilisateurs. On rencontrait plus de gens qui prenaient Uber que des gens qui avaient une opinion défavorable.
Uber recrutait des milliers de chauffeurs dans les banlieues, et notamment, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Je rappelle que le service public de l'emploi, que j'avais interrogé à l'époque, participait directement à ces opérations de recrutement, aux côtés de Uber, dans une période où, je résume un peu, mais c'était ça, dans le débat public, l'objectif principal, le débat, c'était l'inversion de la courbe du chômage. C'était ça la question qui était partout dans la presse. Et évidemment, ça explique aussi les réactions dans cette période. L'opinion publique, les experts économiques, dont je sais aujourd'hui que certains étaient rémunérés, mais à l'époque je lisais avec intérêt parfois effroi leurs explications sur finalement la victoire à venir du nouveau monde, celui de la déréglementation, sur l'ancien monde, autrement dit celui que j'incarnais en fait dans le gouvernement, celui du respect du droit de travail, mais aussi des règles spécifiques aux chauffeurs de taxi. Le ministère des Transports, au départ dans ce conflit, il n'avait aucune compétence, puisque, pour des raisons historiques, on va dire les choses comme ça, les taxis étaient rattachés au ministère de l'Intérieur. Et peut-être qu'au moment où les obligations en matière de renseignement passaient par d'autres réseaux n'avaient plus cette nécessité, et donc le ministère de l'Intérieur, à un moment donné, Bernard Cazeneuve, que vous avez auditionné, a choisi de regrouper les compétences et de me transférer ces compétences pour qu'on puisse traiter l'ensemble du dossier VTC, taxi, puisque nous étions pour partie chargés des VTC tourisme, que les VTC, je dirais, nouvelle génération, étaient plus ou moins rattachés au numérique, et donc à Emmanuel Macron, et des taxis à l'intérieur. Donc j'ai eu la charge d'harmoniser tout cela dans un gouvernement où il y avait deux lignes assez clairement identifiées et exprimées. La ligne défendue par Emmanuel Macron et la ligne que je défendais avec Bernard Cazeneuve. Pour être très précis, Emmanuel Macron ne cachait pas ses convictions. Elle nourrissait régulièrement nos débats, puisque le ministre des Transports était amené à rencontrer très régulièrement, pour une séance de travail en commun, le ministre de l'économie. Mais les positions que je défendais ont toujours reçu un arbitrage favorable de la part du Premier ministre et de la majorité de l'Assemblée nationale. Les lois Thévenoud, les lois Grand-Guillaume ont, je crois, apporté des réponses utiles et efficaces. Sur le fond, je vais en terminer par là, l'émergence des plateformes de ce modèle de réservation, moi, ne me pose pas de problème en tant que tel. Je n'ai pas de réticence à l'évolution technologique. Ce qui me pose un problème, c'est le modèle social qui est choisi, c'est-à-dire un modèle qui crée des travailleurs précaires. Et je regrette vraiment que dans cette période, nous n'ayons pas su rappeler, dans ce débat où l'opinion publique était en sens inverse très favorable à Uber, que le salariat était une conquête. Le salariat, historiquement, c'est une conquête pour répondre à la précarité des tâcherons. Et que finalement, ce soi-disant nouveau monde, devant nos yeux, était en train de réinventer des recettes sociales qui finalement appartenaient à un monde très ancien. La question de la présomption de salariat qu'évoque votre commission reste aujourd'hui d'actualité. Et pour être très clair, je souhaite vivement que le gouvernement français exprime une position, enfin, de soutien à l'initiative européenne. Le travail de votre commission met également en exergue la question de la transparence des relations entre les responsables publics et les représentants d'intérêts privés. Les propositions faites par le président Didier Migaud lors de son audition me paraissent pertinentes. Il convient probablement d'y ajouter une réponse particulière sur la traçabilité des amendements. À mon sens, je veux conclure par cette phrase, les révélations des Uberfiles n'ont pas eu de conséquences pratiques.
dans la période où j'exerçais mes responsabilités ministérielles, mais manifestement, elles interrogent sur la question de la transparence des pratiques gouvernementales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, et merci aussi pour vos recommandations à la fois sur la directive européenne et sur les règles de transparence qui sont effectivement deux aspects majeurs de notre commission d'enquête. Pour revenir sur les débats de l'époque, est-ce que vous pouvez nous décrire les forces en présence des débats au sein du gouvernement, j'entends, lors de l'examen des lois Thévenoud et Grand-Guillaume, les positions? Le Premier ministre a évoqué, ça avait déjà été évoqué d'ailleurs dans les semaines précédentes, position du ministère de l'Intérieur qui, traditionnellement, quel que soit le ministre, a plutôt tendance à être proche de la question de la réglementation de la protection des taxis et de l'ordre public, tandis que le ministère de l'Économie, là aussi, quel que soit le ministre, M. Montebourg, M. Macron, favorise plutôt l'innovation, la croissance, l'accompagnement des acteurs technologiques. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que ce débat, selon vous, a été conduit dans la transparence, dans le débat interministériel? Le Premier ministre vient de nous dire qu'aucune décision de cette époque n'a échappé à la transparence du débat interministériel, où des avis vifs et contradictoires pouvaient s'exprimer, mais sans opacité ou dissimulation. Sur le terrain des conséquences pratiques, oui. C'est-à-dire que toutes les décisions qui avaient été prises en interministériel ont été respectées, sur le fond. Sur la forme, il y a eu quelques dérives, je dirais quelques assouplissements à la règle commune. Il n'est pas normal, dans une majorité, mais il y avait malheureusement d'autres exemples à l'époque, que certains s'exonèrent des décisions collectives qui avaient été prises et des amendements parlementaires qui ne correspondent pas aux arbitrages qui avaient été rendus, soit à l'intérieur du groupe majoritaire d'ailleurs, supposé qu'il y ait des règles, ou à l'intérieur du gouvernement, qui arrivent comme cela, déposés par un député dont on connaissait finalement l'origine, ou qu'on soupçonnait qu'il y avait une inspiration forte derrière. Les amendements Bello que j'ai vu arriver comme cela, alors qu'ils ne suivaient pas officiellement ces textes, ou ceux de Carèche que vous allez, je crois, entendre, tout cela, c'était quand même, je dirais, au niveau des pratiques, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus exceptionnel, mais ça n'a jamais eu aucune conséquence, puisque le gouvernement, de toute façon, les décisions gouvernementales négatives sur tel ou tel aspect ou tel amendement ont toujours été respectées. Il n'y a jamais eu de remise en cause des décisions qui avaient été prises dans les réunions interministérielles auxquelles moi je participais tout le temps, et sur lesquelles le rapport de force était celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement d'un côté l'intérieur qui soutenait massivement la question des taxis, et moi aussi, mais aussi la question sociale, voilà, et puis de l'autre côté, le ministère de l'économie. Merci. Alors, je reviendrai sur la question de l'arrêté du 2 février 2016, puisque c'est quelque chose qui vous préoccupe, et qui m'a préoccupé quand j'ai entendu vos débats. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, ça serait fait avoir d'une certaine façon, puisque c'est ce que vous voulez nous expliquer. Je veux m'inscrire en faux, parce que je pense qu'il y a une erreur dans l'appréciation qui a été faite par les journalistes au départ sur la portée de cet arrêté et sur ce qu'en a pensé, y compris Hubert, et je vais vous donner quelques éléments. D'abord, cet arrêté, il est signé par qui? Pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Il est signé par des fonctionnaires, par délégation, un de mon ministère, un du ministère de Bernard Cazeneuve, et le troisième par le ministère, une personne que vous avez d'ailleurs entendue de la direction de la concurrence à la consommation. Ça supposerait donc que nous étions, en termes pénals, on ne dirait pas complices, mais co-auteurs de la démarche. Et donc j'aurais sciemment accepté quelque chose qui allait dans le sens total de ce que je défendais et qui me valait, je dirais, une certaine suspicion de la part de Hubert, pour qui je n'étais pas un interlocuteur facile. Première question. Deuxièmement,
si cet arrêté, si ce deal existait, avec les conséquences que vous craignez, est-ce qu'il s'est manifesté dans les chiffres? Et est-ce que vous avez un nombre de VTC, puisque l'idée qui est défendue, c'est de dire on aurait facilité, en passant de 250 à 7 heures de formation, l'accès des VTC. Et donc le résultat, c'est qu'on aurait dû immédiatement avoir une multiplication du nombre de licences. Alors je vous laisse faire les recherches, le résultat est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Et donc je suis allé plus loin, je me suis dit, mais enfin, peut-être qu'on s'est trompé. Et quelle a été la réaction de Uber à cet arrêté? Parce que c'est ça le fond de l'affaire. Cet arrêté, il parle des 7 heures, et on dit que ça a éliminé les 250 heures. Alors, je vais être très clair. Il n'y avait aucun texte et il y avait les 250 heures, qui étaient fournies par qui et contrôlées par qui? Il y avait un marché au noir qui fonctionnait avec aucun contrôle par personne. Et c'était l'opinion de l'administration ni les moyens de le faire. L'arrêté, il fait quoi? Il change radicalement le système. C'est plus la formation qui compte, c'est l'examen. Comment on peut nous reprocher du laxisme ou un deal alors que on remplace une formation qui était suspecte pour tout le monde par un examen? La lecture du texte, du contenu de l'examen est quand même assez forte. Hein, vous l'avez lu, c'est toute une série d'épreuves avec un contenu assez costaud. Au point que, c'est là que j'en viens, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'avait été la réaction de... Peut-être qu'on leur a fait un cadeau sans le savoir. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Il y en a eu une, mais très longue et très détaillée, qui est dans un article publié dans une revue que je ne connaissais pas, qui s'appelle L'usine digitale, et qui est une très longue interview du patron de Uber, Thibault de Saint-Phal, qui est très intéressant, puisqu'il y a là toute, qu'il me passe l'expression, la logorée de l'idéologie d'Uber pendant 4 ou 5 pages sur on va changer le monde, etc., etc., mais peu importe, ça vous le retrouverez et vous connaissez, mais il réagit dans cette interview qui est publiée après le décret, c'est-à-dire au mois de juin 2016. Et quand on lui pose la question de savoir ce qui se passe, il dit ceci. La préoccupation des gens qui nous contactent, c'est lui qui parle. Ce n'est malheureusement pas comment je fais pour avoir une assurance accident du travail, mais tout simplement comment je fais pour pouvoir travailler et devenir chauffeur. Aujourd'hui, des centaines d'aspirants chauffeurs sont sur la liste d'attente en raison de l'examen qui a été mis en place. Pendant 3 mois, parle en juin, pendant 3 mois, de janvier à mars, ils ont attendu, révisé, et en avril, l'examen est enfin arrivé et le taux de réussite fut élevé, 85%. Les taxis ont râlé. En mai, pour le deuxième examen, l'administration a revu les questions, durci l'épreuve d'anglais et mis Camus, dans l'épreuve de français. Le taux de réussite est tombé à 25% et la liste d'attente s'allonge. Soyons clairs, c'est toujours lui qui parle, j'adore La peste de Camus, et tant mieux si beaucoup de gens le lisent, mais est-ce vraiment une compétence indispensable pour conduire? Je vous passe à la suite pour ne pas être trop long. Donc c'est ça la réponse d'Uber. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi j'ai vécu cela, et je me souviens très bien de ce qui s'est passé au moment du contenu de l'arrêté et de l'examen. Effectivement, l'examen a été modifié parce que tout le monde était très vigilant, les taxis suspectaient que l'examen soit trop facile pour Uber, Uber suspectait que l'examen soit trop dur pour les empêcher d'avoir des licences, mais la bataille, elle était bien sur le contenu de l'examen, et je ne pense pas que l'on puisse continuer à penser qu'il y a eu du laxisme dans cet arrêté, alors que d'abord il a été signé par des gens dont la position n'était pas celle-là, et puis qu'on sait aujourd'hui que statistiquement personne ne pourra en prouver les conséquences, et que c'est même exactement l'inverse à travers ce que je viens de vous dire, et que je mettrai à votre disposition, mais je suppose que vous avez déjà peut-être retrouvé cet article dans vos recherches documentaires, mais il est extrêmement intéressant. Donc, pour être très clair, hein,
cet arrêté qui effectivement a fait l'objet d'une couverture médiatique importante pour un arrêté, ne fait ni l'objet d'un deal avec Uber et n'est même pas favorable en fait à Uber particulièrement. Il est à ce point pas favorable que je viens de vous lire la réaction d'Uber, c'est-à-dire que les gens qui ont réagi contre le contenu de cet arrêté, dont je rappelle que la question principale, c'est la création de l'examen. Et sur le contenu de ces épreuves, puisque c'était la première fois, toute une série d'épreuves de sécurité routière, des épreuves de langue, des épreuves de conduite, etc. Et sur toutes ces épreuves, il va y avoir une discussion. Il va y avoir d'ailleurs 2 arrêtés qui seront pris successivement, mais Uber sera, je dirais, très réactif contre ces arrêtés et non pas pour applaudir l'apparition de cet arrêté. Merci. J'ai juste une dernière question. Je voulais vous interroger sur le bilan de toute cette action des pouvoirs publics en 2017 à la fin du mandat. Nous avons entendu le lanceur d'alerte très critique évidemment sur les pratiques d'Uber, mais qui en même temps dit qu'au fond, toutes les lois successives ont été un peu une sorte de douche froide pour Uber, qui en fait ont encadré assez sévèrement le statut des VTC en France. À l'inverse, les représentants des taxis G7, considérant qu'on avait trouvé plutôt un bon équilibre à la fin de ces différents lois. Quel regard vous portez sur l'équilibre entre VTC et taxi, entre l'innovation, l'accompagnement de nouveaux acteurs et la protection sociale, le droit et la régulation à la fin de cet effort en 2017 ? Je crois que si on prend un peu de distance par rapport à la gestion de ces situations de crise, c'est vrai qu'on était confronté à un problème qui aurait pu trouver d'autres solutions, puisque nous avions d'une part une profession réglementée, qui au surplus avait acquis une valeur patrimoniale le jour où Charles Pasqua a décidé qu'on pouvait vendre les licences de taxi, avec des gens donc qui subissaient cette situation, y compris dans leur patrimoine. L'émergence d'un service qui était apprécié de la population, il faut le dire, par rapport à un service de taxi qui n'était pas finalement totalement apprécié avant l'arrivée des VTC. Il aurait pu y avoir d'autres solutions. Je n'étais pas fermé, moi, intellectuellement, à l'idée d'une fusion des professions, y compris à la question de l'indemnisation, puisque quand on m'a confié ce dossier, je l'avais mis dans la feuille de route pour interroger notamment les taxis. Je n'ai eu qu'un succès d'estime par rapport à cette proposition, mais il me semblait que ce qui avait été fait historiquement, l'État l'a eu fait. Quand on a fusionné les professions d'avoués et d'avocats au niveau des tribunaux de grande instance dans les années 70 ou même au niveau des cours d'appel plus récemment, il y a eu une indemnisation du patrimoine de ceux qui étaient propriétaires de leurs charges. Reste la question de l'origine des fonds. Il n'a jamais été question pour moi que ce soit avec des fonds publics, mais on aurait très bien pu, comme ça a été fait avec une partie des frais de justice, avoir quelque chose qui venait alimenter un fonds pour cette indemnisation. Mais on peut aussi comprendre que les chauffeurs de taxi, il y avait cette valeur patrimoniale qui est liée à leur avenir, à leur retraite, et préféraient conserver ce système. Donc cette option s'est fermée. Restait la régulation. Elle est aujourd'hui, me semble-t-il, assez pertinente, à condition que les règles soient respectées. C'est ça quand même la question, les moyens de contrôle aujourd'hui. Sur ce sujet, et sur un sujet qui n'est pas dans l'objet de votre commission, mais quand même, je veux dire, tout le monde sait aujourd'hui que le travail clandestin en la matière, c'est-à-dire là, ni VTC ni taxi, et la captation d'une partie de la clientèle touristique qui arrive à Roissy, ne fait pas honneur à la France aujourd'hui, et que du point de vue de l'État, déjà dans un premier temps, un renforcement très fort des contrôles sur des pratiques qui se passent au vu et au su de tout le monde serait, me semble-t-il, une amélioration de la situation, de la même façon que sur le non-respect de telle ou telle règle sur la question de l'occupation du domaine public, ce qui fait la séparation des activités VTC et taxi. Il y a aussi, me semble-t-il, non pas besoin de règles supplémentaires, mais besoin que les règles soient respectées. Mais globalement, même s'il y a eu, c'est mon appréciation, beaucoup de retard une fois qu'il y a eu le changement de majorité sur la prise des décrets d'application de la loi Grand-Guillaume, mais de ce point de vue-là, je pense que les textes législatifs et réglementaires, aujourd'hui, constituent un cadre, si ce n'est pertinent, dans tous les cas cohérent.
Monsieur le ministre, d'abord, oui, je vous éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre, d'abord, je voudrais vous remercier pour les déclarations que vous avez pu avoir à l'issue des révélations, enfin juste après les révélations Uber Files, qui montrent à quel point vous avez été complètement, enfin, choqué, scandalisé par d'abord le lobbying d'Uber, son agressivité, le niveau de son agressivité, de sa détermination. Et en même temps, votre refus que ce lobbying puisse à un moment donné peser sur notre fonctionnement démocratique, quoi. Pour revenir sur la question du deal, pour reprendre le terme, il faut savoir que ce terme de deal, c'est pas les journalistes qui l'inventent, c'est Emmanuel Macron qui parle d'un deal, c'est lui, dans les révélations Uber Files, qui parle d'un deal entre la plateforme Uber, ses dirigeants et lui-même, l'arrêt d'Uber Pop en échange d'un allègement de la réglementation. Et à ce moment-là, il y a quand même toute une bataille menée par Uber depuis le début, hein, comme vous l'avez bien rappelé. De toute façon, la stratégie d'Uber, c'est d'imposer un état de fait, un état de droit. Et donc, ils ont même, y compris, théorisé la pyramide, excusez-moi l'expression, hein, mais la pyramide de merde. Ils la théorisent comme ça, c'est ça le terme, la pyramide de merde, qui est comment s'attaquer à l'ensemble des réglementations, des lois. Et donc, c'est une stratégie offensive pour imposer une dérégulation du secteur et partir à la conquête d'une situation monopolistique sur un secteur. Hein. Et c'est comme ça que vont procéder pas mal d'autres acteurs de l'ubérisation ou de la plateformisation du travail. Pour revenir à ce qui nous concerne sur ce deal, est-ce que si vous estimez que le résultat n'est pas tant qu'on passe de 250 à 7 heures, parce que ça, de ce point de vue-là, on peut se dire, bah oui, quel énorme cadeau, mais que pour vous, on passe d'une absence d'examen et d'une formation qui pouvait être donnée par des officines opaques très dépendantes d'Uber, et donc on pouvait payer sa licence VTC pour pas cher, à coût de 250 euros, et sans forcément avoir véritablement besoin d'une formation, alors que l'examen et ensuite les conditions d'application, hein, qui vont être plus exigeants sur l'examen, finalement, est défavorable à Uber. Est-ce qu'on ne peut pas en déduire qu'à un moment donné, Macron a peut-être une intention avec les dirigeants d'Uber d'opérer ce deal qu'ils ont et qu'ils n'ont pas forcément réussi à obtenir l'ensemble de leurs fins? Est-ce que vous, en tant que ministre des Transports, est-ce que vous avez pu, à l'époque, avoir des désaccords avec le ministre de l'Économie sur ce qu'il entendait ou ce qu'il souhaitait ou ce que le ministère de l'Économie et du Numérique négociait sur les questions de formation? Est-ce que vous étiez, je ne sais pas, est-ce que des gens dans votre cabinet ont eu des contacts avec des membres du cabinet de M. Macron pour pousser plutôt le dossier dans telle ou telle direction? En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir, avant l'arrivée de cet arrêté, quels ont été les échanges, les discussions, et quel a été le rôle d'Emmanuel Macron. Alors, dans les Uber Files, le nom de M. Lacresse, qui était membre du cabinet d'Emmanuel Macron, ressort assez fréquemment comme un intermédiaire extrêmement important avec les dirigeants d'Uber. Est-ce qu'il a aussi joué un rôle dans la suite du portage des intérêts demandés par Uber dans ces discussions-là? Madame la rapporteure, je ne sais pas et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un deal entre Emmanuel Macron et Uber. La question, c'est est-ce qu'il y a eu un deal entre Uber et le gouvernement? La réponse est non. Voilà. Ce que Emmanuel Macron a dit à Uber, ce qui semble ressortir, ça n'engage que lui, que ses rapports et la qualité de leur relation. Moi, je n'ai pas d'appréciation à porter et je vous précise que je n'ai eu aucun contact sur cette question de la formation avec lui. À ma connaissance, personne de mon cabinet non plus, parce que nous sommes dans la période où on m'a redonné l'ensemble du dossier. On est dans la créativité, on est attentif non pas aux heures de formation, mais au contenu de l'examen. Parce que c'est vrai que la question que se posent les fonctionnaires qui doivent rédiger
nous faire la proposition de rédaction de cet arrêté, c'est en faire assez et ne pas en faire trop. Et comme on part de rien, on n'a pas de précédent, donc je me souviens de ces discussions. Est-ce qu'il faut faire ces épreuves-là? L'anglais, comment? Quel niveau? Qu'est-ce qu'on peut exiger? Bon, ça a été un vrai débat, mais c'était le seul qu'il y a eu sur les heures de formation. Et c'est resté au niveau des administrations et de mon ministère. Je n'ai eu aucun contact avec Hubert ou avec Emmanuel Macron. J'ajoute une chose d'ailleurs qui n'a pas été évoquée par votre commission, me semble, jusqu'à présent, dans le dispositif Hubert, qui était quand même très sophistiqué, c'est la filiale Inter. Hein. La filiale Inter, H-I-N-T-E-R, qui fait l'objet d'un... que vous trouverez quelques articles de presse là-dessus, qui venaient compléter le système. C'est quoi la filiale Inter? Inter, c'est une filiale à 100% de Uber et qui était chargée de faire travailler les chauffeurs VTC dans la période où ils avaient eu leur agrément, mais ils n'avaient pas leur inscription, c'est-à-dire une période de 4 ou 5 mois, qui était une période pendant laquelle... et donc, ils les faisaient travailler un peu comme faisaient certains chauffeurs de taxi avec des salariés. Et donc, les gens venaient, étaient travailler pour le compte de Uber avec une autorisation VTC qui appartient à Uber. Cette filiale a dégagé quand même, qui n'avait aucun salarié, prenait un pourcentage sur l'activité des chauffeurs VTC et avait dégagé, je crois, à peu près quand même 500 000 euros de bénéfices chaque année. Il y a eu un article de presse, notamment dans Mediapart, dans ces périodes-là, qui est très intéressant sur l'action de la filiale Inter et qui vient, si je veux dire, couronner le tout sur l'œuvre de Uber. Pour que vous n'oubliez pas la question, même si elle est marquée quelque part, je vais répondre sur le départ de Grégoire Kopp de mon cabinet, puisque ça fait l'objet de... Bon. Grégoire Kopp était mon chargé de communication. C'est quelqu'un que j'avais connu, puisqu'il avait les mêmes fonctions auprès de moi au ministère des Relations avec le Parlement. C'est un garçon qui avait fait une formation d'avocat, Sciences Po, de droit européen, et qui exerçait, au moment où je deviens ministre des Relations avec le Parlement, comme conseiller juridique de Co-Choisir, qui avait choisi d'être dans une association de consommateurs, qui était passionné par les nouvelles technologies et qui va réussir. C'est pas facile, la presse parlementaire, si j'ose dire, et il va pendant 2 ans être un bon conseiller, et quand je reviens au transport, il vient avec moi. Il ne participait à rien des décisions politiques sur le fond. Il faisait bien son travail de communicant. Et un jour, il est venu me dire qu'il allait partir et il a lâché le mot Uber. Nos relations se sont arrêtées là. Puisque de toute façon, à partir du moment où il avait fait ce choix, il n'était pas fonctionnaire. Je n'avais rien à dire et pas à le retenir. Il est parti. Il a travaillé, je crois, 2 ans chez Uber. Il avait cette passion des nouvelles technologies. Donc, il pensait effectivement, lui aussi, que c'était des acteurs qui changeaient le monde. Il est parti chez OVH, après, qui est quand même des grandes boîtes comme conseiller du président. Et puis après, je crois qu'il est parti un temps comme chargé de la communication à l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, il travaille dans son propre cabinet, je crois. Voilà, mais il a eu... la seule chose que je peux vous dire, puisque ça a été juste... je ne lui ai posé qu'une question, mais comment... je me suis dit, ils t'ont contacté, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'étais pas très étonné qu'ils essayent de m'affaiblir d'une certaine façon. Mais non, il m'a dit c'est un cabinet de chasseurs de tête, puisque c'est ce qu'on dit, qui est venu me chercher. Bon, je n'ai pas posé d'autres questions, il est parti. Et comme, évidemment, il y avait la question de la commission de déontologie, qui a donné un avis favorable, qu'il a respecté scrupuleusement, puisqu'il était interdiction d'avoir des contacts pendant 3 ans, et il n'a eu aucun contact avec personne pendant toute cette période. Ça, juste, c'est un élément. Donc, Grégoire Kopp n'a eu, comme vous dites, aucun contact avec personne, donc ni avec vous, ni avec votre cabinet durant la période où il travaillait pour Uber. Avec strictement personne. C'était
C'était la condition de la décision prise par la commission de déontologie. Et comme c'est quelqu'un de réglo et de très, très scrupuleux, ça a été respecté, à ma connaissance, par tout le monde. D'accord. Et d'ailleurs, auparavant, avant de rejoindre Hubert, sur quel dossier, est-ce qu'à un moment donné, il a pu être amené à travailler sur des dossiers liés au VTC, au conflit taxi-VTC, ou est-ce qu'il était vraiment sur d'autres sujets, ou est-ce que sa responsabilité en termes de communication pouvait l'amener à aborder tous les sujets de fait de votre cabinet? Aborder tous les sujets, mais dans la limite des compétences d'un chargé de communication. Il ne participait pas aux réunions techniques et politiques que je faisais à l'intérieur de mon cabinet. Il est quand même parti assez tôt, hein, puisque là, nous, on revient là en septembre 2014 et il part en juin 2015, donc c'est assez rapide. Voilà, après, évidemment, il avait connaissance de ce que je faisais, mais il n'a jamais participé à aucune discussion sur le fond, ni eu de contact avec les gens de Hubert sur ces questions-là préalablement à son départ, au titre de mon cabinet. Oui, excusez-moi, c'est la question récurrente. Pour revenir sur les révélations des Uber Files, vous estimez-vous en fait non seulement que c'est... j'essaie de vous relire. Vous dites, je savais qu'Emmanuel Macron était favorable à Uber, ça correspondait à son état d'esprit, à sa défense de la Startup Nation. J'avoue que j'ignorais que ça avait l'ampleur révélée aujourd'hui. Que ça se traduise par ce lobbying ou par un mouvement permanent d'influence institutionnelle au service d'une entreprise internationale qui a comme principale règle de n'en respecter aucune, je dois dire que même moi, je tombe des nues. C'est-à-dire que vous avez estimé que l'ampleur de ce lobbying et de ce lien, et vous parlez même de connivence, que vous découvrez au moment des révélations Uber Files, au moment où vous êtes dans le gouvernement comme lui, vous n'en avez pas conscience à ce niveau-là. Et vous estimez que, par exemple, sur la formation, le lobbying n'a pas gagné. Et vous n'avez pas forcément d'éléments à nous donner sur comment le lobbying a essayé de peser. Vous ne le voyez pas du point de vue de votre ministère. Néanmoins, vous dites que je savais qu'il y avait une initiative d'Hubert derrière certains amendements et j'ai toujours été en première ligne pour les faire retoquer. Mais les textes de ces amendements étaient ensuite repris dans des arrêtés, des décrets, voire en essayant d'influencer des services administratifs. Donc c'était un combat pratiquement de tous les jours qu'Emmanuel Macron a mené. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? D'abord, sur l'appréciation, je confirme mes propos. Je connaissais parfaitement les convictions d'Emmanuel Macron. Et pas que sur ce sujet, puisqu'il y a eu d'autres sujets, un bien plus grave qui nous a opposés, qui était la privatisation d'ADP. Mais l'arbitrage rendu par le président de la République était contre la vente du capital d'ADP proposée par Emmanuel Macron, auquel je m'étais opposé formellement dans une note envoyée au président de la République et au Premier ministre, argumentant pourquoi il ne fallait pas faire cela. Donc, les relations étaient franches, c'était clair et net. Je connaissais les convictions, je ne connaissais pas les connivences. Ça, j'ai découvert ça à la lecture, même si j'estime que ça n'a pas eu de conséquences. Je ne peux pas utiliser d'autres mots pour qualifier ce que j'ai découvert. C'est pour ça que je pense, je l'ai dit à la fin de mon propos liminaire, qu'il faut peut-être renforcer les dispositifs sur la transparence et notamment des activités gouvernementales. Chacun ici qui a pu exercer ou qui exercera des responsabilités de ce type savent bien que la rencontre entre les responsables publics et les responsables d'entreprise, c'est même souhaitable pour le bon fonctionnement d'un pays, d'une nation. Et au ministère des Transports, vous passez votre temps à recevoir beaucoup de responsables d'entreprise. Il peut parfois, pour sauver telle ou telle implantation, où on vous demande
de commander des trains parce que c'est nécessaire pour qu'on ne ferme pas Belfort ou telle usine en Alsace. Donc je connais ça par cœur et je ne vais pas lui reprocher. Mais je pense que les règles, je ne sais pas ce que préconisera votre commission, mais il faut que tout cela, jamais le citoyen n'ait le sentiment que ça puisse se passer dans l'opacité. C'est ça la règle majeure. Et sur les amendements, c'est compliqué sur la traçabilité des amendements. Je ne pense pas qu'on puisse obliger un député qui dépose un amendement à expliquer d'où il vient, pourquoi. Avec le privilège de l'âge, j'ai été rapporteur d'un nombre de lois assez conséquent dans cette maison pendant 25 ans, et notamment le droit du travail, le droit de la famille. Et la pratique est toujours la même. On reçoit beaucoup de gens. Quand vous avez un texte de droit du travail, vous recevez les syndicats, vous recevez les patronats. Est-ce que ces gens arrivent avec des amendements? Oui, bien sûr, mais depuis toujours. La première fois que j'étais élu, c'est en 1988, donc, mais c'était déjà comme ça. Mais le travail que vous faites, vous, comme rapporteur, ou que fait tel ou tel député, parfois, ça rejoint ce que propose tel syndicat ou telle organisation. Pourquoi faudrait-il que votre amendement, tout d'un coup, porte le nom de tel syndicat, de tel... Non. Ce qu'il faut, je pense, et ce que je suggère, c'est que ceux qui font des propositions d'amendement le rendent public. Après, chacun pourra voir ce qui a été repris, ce qui n'a pas été repris. Mais la traçabilité, l'amendement, il doit rester celui du parlementaire. Et après, par contre, que ceux qui viennent et qui déposent des propositions d'amendement ou qui en envoient, mais c'est ça qui doit être public. Telle structure professionnelle, telle personne, tel groupement fait des propositions d'amendement. Eh bien ça doit être quelque part accessible pour tout citoyen, notamment probablement sur le site de l'Assemblée. Je pense que là se trouve la synthèse entre le respect du droit d'amendement, qui est quand même l'essence même de cette maison, mais signé par le parlementaire qui l'assume, et puis l'existence de l'exigence, j'ai envie de dire, des citoyens de savoir par qui ça a pu être inspiré à un moment donné. Il n'est pas interdit d'avoir des inspirations communes. Monsieur le ministre, on peut dire à ce moment-là que pendant cette période-là, Emmanuel Macron par conviction idéologique et ce sera dit par d'autres journalistes aussi par une certaine fascination de la personnalité particulière de Travis Kalanick. Certains ont fait des parallèles sur les stratégies de conquête d'un pouvoir économique, politique. Emmanuel Macron est donc dans des liens extrêmement forts avec les lobbies d'Uber, dans une opacité la plus totale. Mais, comme le rapporte souvent le président, on est plutôt dans un rapport où, dans les arbitrages ministériels, en tous les cas, c'est ce que nous disent, ce que a pu nous dire M. Cazeneuve, Premier ministre de l'Intérieur de l'époque, et vous-même, les arbitrages sont un échec pour Macron et pour Uber. Et pour autant, on est aussi dans un contexte où, alors que l'idéologie dominante est très pro-Uber, qui par ailleurs met le paquet en termes d'études économistes payées, dont les conclusions sont déjà dans le bon de commande de départ, articles non signés, mais qui permettent de vanter le modèle Uber. Enfin, tout est fait pour montrer qu'il y a les modernes d'un côté et les archaïques de l'autre, et que, par ailleurs, face à la problématique de l'emploi, c'est Uber qui va sauver la situation. Donc on est quand même dans un contexte très, très favorable. Les lois qui sont prises, loi Thévenoud, puis loi Grand-Guillaume, ne sont pas appliquées. On a une plateforme qui va user d'Uber Pop pour en même temps développer Uber, qui, Uber, est aussi hors la loi. Il va y avoir quand même des manquements de l'État. Malgré les décisions de justice, prud'homales ou de justice, sur le travail dissimulé, malgré les problèmes liés à la fiscalité. Uber ne paye pas d'impôts en France. Uber, par ailleurs, fait payer la TVA par ses chauffeurs et n'en assume pas la responsabilité. Uber va avoir aussi des soucis concernant la DGCCRF. Enfin, on voit que sur toutes les dimensions, le caractère hors la loi d'Uber continue. Et
je dirais plus de 10 ans plus tard, le braquage des lois de la République se poursuit par cet opérateur, par cette plateforme, comme par d'autres. Donc, sur le long terme, même si aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte culturel, idéologique, hein, où je pense que beaucoup de citoyens sont revenus du modèle Uber, prenant conscience justement du retour un peu tâcheron du 19e siècle, et les taxis reprennent un peu du poil de la bête et ne sont plus menacés comme avant. Néanmoins, les lois ne sont toujours pas appliquées. Et Uber est-il si inquiété que cela? C'est-à-dire qu'avec le recul, est-ce qu'à un moment donné, à l'époque, face au manquement de l'État, est-ce que le poids idéologique du lobby d'Uber n'a pas donc pesé sur l'incapacité que nous avons pu avoir, en tout cas que les décideurs publics dans leur ensemble ont pu avoir, mal outillés pour pouvoir faire respecter l'état de droit? Je pense que le ministre Emmanuel Macron à l'époque a comme volonté d'essayer de remettre en cause l'économie de la rente, comme il l'appelait, et qui va s'attaquer donc à travers la loi croissance à un certain nombre de questions, les notaires, la création des bus Macron. Moi, je n'étais pas fermé, j'ai soutenu la création des bus Macron. Je trouve que c'était une bonne idée en matière de complémentarité, y compris socialement, y compris d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, ça a trouvé un équilibre. Et puis les chauffeurs sont salariés, il n'y a pas de question de ce point de vue-là. Moi, je pense que le modèle, et j'ai dit très clairement, mais je n'étais pas ministre du Travail à l'époque, et il y avait cette obsession des chiffres de l'emploi, mais que ce qui pose problème dans le modèle chez les VTC, dès lors qu'il y a les lois sur le respect de l'occupation du domaine public notamment, et des modalités de prise en charge des clients, c'est le statut des chauffeurs. C'est le statut des chauffeurs, et que c'est là, s'il y a une victoire, puisque vous parlez comme cela de Uber globalement, c'est sur ce terrain-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le travail est devant nous, puisque la directive européenne va peut-être venir faire ce que nous n'avons pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait, ça c'est une autre question collectivement. Je pense qu'on a eu tort, mais qu'il n'y a pas eu d'initiative à l'époque. Il faut dire que la période était quand même plus qu'intense. Hein. Dans cette période-là, si vous voulez bien mettre les dates dont on parle, avec les dates des attentats et de ce qui se passait dans notre pays, je préfère vous dire que, y compris la priorité de l'opinion publique, même si les taxis, les VTC étaient très mobilisés, étaient quand même ailleurs, quoi. Donc on peut dire que, dans la suite de ce que vous venez de dire, la grande victoire d'Uber et du modèle Uber a été d'imposer la possibilité de se passer du Code du travail et de contourner totalement le Code du travail, avec les conséquences aussi sur la sécurité sociale. Maintenant, le contexte culturel, politique, juridique change, puisque les décisions de justice aboutissent quasiment toutes systématiquement à des requalifications en salariés. Et si le modèle Uber se développe dans tout un tas de secteurs d'activité, en passant par la restauration, en passant par la santé, en passant par le nettoyage, en passant même, y compris par des professions juridiques ou architectes. Enfin bon, il n'y a pas un secteur qui aujourd'hui est épargné par une tentative de plateformisation du travail et donc de contournement du Code du travail. On a ce débat sur la présomption de salariat, la directive européenne. Aujourd'hui, la position de la France ne fait pas l'objet d'un débat au Parlement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ancien ministre, très attaché à ces questions sociales et démocratiques, sachant que ce que nous comprenons, c'est que la position de la France est plutôt à la fois de faire en sorte que les pays qui auraient instauré un dialogue social puissent être exemptés d'obligation d'application de la loi, voire la position de la France serait d'augmenter le nombre de critères à la présomption de salariat, ce qui la détricoterait totalement, ou bien qu'il n'y ait pas de caractère suspensif, c'est-à-dire que si une plateforme estime qu'elle fait de l'indépendant et non pas du salariat, eh bien qu'elle
qu'elle puisse garder ses indépendants le temps que les décisions soient prises, bref, que ce ne soit pas suspensif. Voilà, que pensez-vous de tout cela? Est-ce que c'est pas aujourd'hui que, du coup, la connivence va à une étape supérieure? Bien sûr, mais là, c'est pas la connivence, c'est la conviction, puisque les choses se font au clair. Là, c'est bon, c'est la position jusqu'à présent, si j'ai bien compris, de la France dans la négociation. Elle est regrettable parce que je crois que là est vraiment le fond de l'affaire, puisque là, on est sur une question de choix de société. Il y a eu la loi Novelli à l'origine partait d'une bonne idée, disant qu'on peut être auto-entrepreneur, mais pour démarrer une activité peut-être. Mais la dérégulation générale aujourd'hui, la remise en cause du salariat est vraiment, me semble-t-il, du point de vue de la cohérence de la société, une question majeure. Et donc je suis aujourd'hui favorable à ce que la position de la France évolue, que ça se fasse d'une manière transparente, parce que il y a une manière de rendre les choses irréversibles qui me paraît difficile à accepter. C'est-à-dire que quand on crée une espèce de statut intermédiaire par des petites dispositions législatives qui vont ensuite faire dire par la jurisprudence qu'il y a chez le législateur la volonté de quelque chose d'intermédiaire entre l'indépendant et le salariat, et que par conséquent il n'y a pas de présomption de salariat, je trouve qu'il vaut mieux dire les choses clairement, ce que ne fait pas le gouvernement français dans cette période. Donc je crois que ça, c'est une question majeure. Et je veux dire que par rapport à la question de la construction européenne, il faut vraiment être très attentif à ça. Quand vous êtes ministre des Transports, vous passez beaucoup de temps à négocier avec vos partenaires européens, puisque c'est une politique qui est très intégrée, surtout qu'en plus j'avais y compris la pêche et l'activité de pêche. Et que la position de la France est essentielle dans ces négociations. Quand vous êtes à Bruxelles dans ces négociations, la position de la France compte. Et donc la France compte en Europe, et que ce que va dire la France peut être déterminant, et qu'à un an des élections européennes, dans un débat que l'on aura sur quelle Europe on veut, quelle est l'évolution du vivre ensemble en Europe, je crois que c'est une question fondamentale, et j'espère vraiment que la France sera à ce rendez-vous. Puisque vous me demandez mon avis et que j'ai l'occasion de le donner, je le fais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre. J'ai juste une dernière question pour revenir sur la période, et puis après je me tournerai vers Madame Rouleau. On parlait du lobbying du beurre, naturellement. Monsieur Thévenoud, la semaine dernière, nous a dit qu'il avait ressenti, même s'il avait travaillé en toute indépendance, sans pression, mais qu'il avait ressenti en tout cas un lobbying intense de tous les acteurs, des VTC comme des taxis, lorsque, en particulier les taxis G7, lorsque nous avons auditionné M. Rousselet, il nous a indiqué lui-même avoir été en lien avec les principaux décideurs publics auxquels il avait accès personnellement. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les principaux opérateurs de taxi, comme Taxi G7, avaient aussi fait action de lobbying auprès des autorités et avaient aussi un accès facilité, ce qui ne veut pas dire que ça se traduit en politique publique nécessairement, mais un accès facilité aux principaux dirigeants de l'époque? Oui, je pense que la franchise consiste à répondre oui, naturellement. Il faisait des démarches tous azimuts auprès des responsables politiques. Si on reprend, et j'ai repris pour préparer cette audition, mes agendas de l'époque, il y a eu beaucoup de rencontres, mais dans lesquelles j'invitais tout le monde, soit successivement, dans des journées entières, les VTC, les taxis, les plateformes, donc tout le monde était auditionné. Et d'ailleurs, c'est au cours de ces auditions, au moins les premières, où je me suis vraiment rendu compte que Uber, il n'avait aucune culture du rapport avec les autorités publiques, ou même dans le dialogue social. Il y a eu à un moment donné un incident assez incroyable. J'ai l'habitude de mener beaucoup de négociations sur les questions sociales. Et il y a eu une rencontre entre les chauffeurs VTC et Uber,
Et la personne de chez Uber qui négociait, le soir même, a envoyé un mail, mais dont je n'ai jamais vu ça, pas sur le fond, disant « mais vous m'avez mal parlé, ou vous avez fait des propositions inadmissibles, etc. », qui montrait bien qu'il n'y avait aucune culture de ce qu'est une négociation sociale, et qui montrait bien qu'on était vraiment dans la confrontation, si j'ose dire, de deux mondes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, oui, je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, vous avez dit, effectivement, on pouvait se poser la question de l'indemnisation, mais de mon point de vue, on ne voit pas avec quel fonds on les aurait indemnisés. Pour moi, le fait de les indemniser avec des fonds publics n'était pas cohérent. Alors, je vais quand même, de ce fait, vous poser une autre question. Ne pensez-vous pas que le fait d'utiliser des fonds publics soit légitime, puisque, au fond, c'est une décision publique qui a baissé le coût des licences et qui a imposé une réglementation qui dépossédait en fait de leur valeur patrimoniale les licences. Et en plus, vous avez dit tout à l'heure que les citoyens donc attendaient étaient satisfaits de l'ubérisation, donc finalement ça aurait été des fonds publics, mais qui bénéficient aux consommateurs. Donc ne pensez-vous pas qu'au fond il y avait une certaine cohérence à utiliser des fonds publics pour le faire? Et je voulais votre... Les deux solutions étaient possibles, mais dans la mesure où c'était une question qui concernait un secteur particulier, dans les priorités budgétaires, l'utilisation de l'argent public, je n'étais pas très enthousiaste sur cette idée, d'autant que, je vous dis, il y a un précédent. Comment on a indemnisé les avoués autrefois? Eh bien, par une taxe spéciale sur les frais de justice. C'était un fonds qui était alimenté. Quelques centimes, on pouvait très bien créer un fonds adossé à la Caisse des dépôts qui payait les licences, et puis pendant X années, avoir quelques centimes par course qui aurait alimenté cela, ça aurait été relativement indolore. Mais bon, je n'ai eu qu'un succès d'estime dans cette affaire, donc c'est resté comme une proposition, et je conçois la position des... Je peux vous demander pourquoi? Parce que c'est quand même vraiment un sujet intéressant. Et déjà, à l'époque, avant même l'arrivée des VTC, c'était l'un des débats autour de la commission Attali. Alors là, par des fonds publics, parce qu'il n'y avait pas encore les plateformes. C'est un des sujets aussi dont nous a parlé Marc Magan, qui dit qu'il regrette qu'Uber n'ait pas saisi la main tendue d'Emmanuel Macron, qui proposait à Uber là, de mettre en place à l'époque un fonds de compensation aussi. Vous le proposez par une taxe. Pourquoi on n'a pas pu aboutir à une solution là-dessus? D'abord parce que si cette solution avait dû être mise en œuvre, il aurait fallu qu'elle le soit dans un climat apaisé. Je pense que la manière dont Uber s'est comporté vis-à-vis des pouvoirs publics fait qu'on a été du début jusqu'à la fin dans une situation très conflictuelle. Et deuxièmement, même au moment où je dis peut-être que cette solution mérite d'être regardée, je crois que la décision des chauffeurs de taxi de ne pas y répondre favorablement me paraît compréhensible, parce qu'il y a la question patrimoniale que je n'avais pas pris en cause et qui est essentielle dans leur démarche, quoi. J'ajoute que sur les démarches d'Uber, on n'en a pas parlé. Ce n'est pas des arguments inventés pour aujourd'hui, puisque j'ai écrit ça dans un livre confidentiel, mais que vous retrouverez écrit il y a 4 ans. Uber, le dernier incident majeur, ça a été le choix de la Chambre des métiers. On va mettre un peu d'humour dans notre rencontre. Le choix de la Chambre des métiers pour organiser les examens. Alors là, ça a été un déferlement, et y compris les parlementaires recevaient des lettres disant c'est un scandale, c'est les taxis qui ont le pouvoir pour organiser les examens des VTC, avec une lettre au président de la République, signée par les plateformes, à l'initiative d'Uber. Et je ne comprenais pas ce déferlement. Je disais,
Écoutez, les chambres des métiers, ils organisent des concours de cuisiniers, de chauffeurs, de plâtriers. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas organiser les concours de VTC. Eh bien, j'ignorais. C'est parce que le président de la Chambre nationale des métiers était chauffeur de taxi. Et pour l'humour de notre rencontre, vous regarderez qui c'était, puisqu'il est devenu ministre du gouvernement de Macron dans les années suivantes. C'était M. Griset. Et c'était lui qui était l'objet de cette vindicte de Hubert. C'est pour montrer le caractère aussi totalement déraisonnable et outrancier. Et cette bataille-là contre les chambres des métiers a fait l'objet d'un amendement au Sénat, à l'Assemblée, au Sénat aussi, porté à chaque fois, inspiré par Hubert, et même d'une espèce de limitation du pouvoir législatif dans un projet d'acte réglementaire. C'est-à-dire que quand le texte est arrivé au Conseil d'État, pour le décret d'application, le rapporteur du Conseil d'État voulait limiter la compétence à 18 mois, ce que m'a fait connaître le haut fonctionnaire qui nous représentait dans la préparation du texte. Autant vous dire qu'il a eu la réponse et que ça ne s'est pas fait. Mais voilà. Donc, pour bien montrer quel était le climat, quand même, et je dis l'énervement, pour être poli, de Hubert sur ces questions, enfin, c'est pris coconien, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est qu'auparavant, Hubert avait ses filiales qui passaient la formation, et donc il contrôlait tout. Je veux dire, il contrôlait avec voiture noire la voiture à louer. Vous parliez de Inter pour la période intermédiaire où vous n'avez pas encore votre carte VTC. Enfin, je veux dire, tout était organisé pour qu'il y ait un écosystème parallèle qui échappe à tout contrôle. Donc d'abord, je pense que Hubert pouvait s'inquiéter que les taxis fonctionnent comme eux. Et donc, à la Chambre des métiers, s'il y avait un ancien chauffeur de taxi, forcément, il serait dans une logique mafieuse équivalente à celle du modèle Uber. Enfin, mafieuse au sens vraiment un écosystème parallèle, quoi, hein, illégal. Et donc, ils avaient une volonté déterminée de tout constituer, quoi. On est quand même aussi dans une situation où, de fait, que ce soit pour faire respecter le code du travail, pour faire respecter les obligations sociales d'employeurs, pour faire respecter la fiscalité, les manquements de l'État se poursuivent à tous les niveaux. Et le modèle de l'ubérisation s'est développé à plein d'autres secteurs en partant du modèle Uber, sans être plus inquiété que cela. Donc il commence à y avoir des décisions de justice, certes, mais selon vous, quand on voit l'ampleur du développement de l'ubérisation, hein, ou les derniers chiffres sur les créations d'entreprises, bon, en vérité, c'est une majorité de création de micro-entreprises. Donc on n'est pas dans une stratégie où on crée de l'emploi, mais chacun crée son propre statut précaire d'auto-entrepreneur, quoi, hein. Donc le mythe du plein emploi à travers cette voie-là est en train de s'effondrer face aux chiffres de la réalité. Mais en termes d'intérêt pour le modèle capitaliste, de pouvoir se passer de code du travail, de pouvoir échapper à la solidarité nationale fiscale et d'échapper aux obligations de la solidarité sociale, ce modèle, il s'est bien étendu. Est-ce que vous pensez que les gouvernements, si les gouvernements d'aujourd'hui y adhèrent, le gouvernement de l'époque a été pris de court par rapport à l'accélération du développement de ce modèle et face aux autres problématiques très dramatiques, vous le rappeliez, et M. Cazeneuve le rappelait également, le contexte terroriste, hein. D'abord, nous sommes au début du phénomène. Il y avait quand même une conscience que la situation pouvait s'aggraver. En même temps, la réalité de dispositifs qui permettent la création d'entreprises mérite d'être soutenue. Je ne suis pas, moi, contre ce qui encourage les gens, y compris dans ce que devait être le statut d'auto-entrepreneur au départ. Le problème, c'est le détournement. Le problème, c'est le détournement général ou généralisé dans des professions. Aujourd'hui, qu'il y ait des moniteurs d'auto-école qui soient auto-entrepreneurs, ça me paraît quand même assez stupéfiant, mais c'est, vous l'avez dit, dans beaucoup de professions. Et c'est à ça, je crois qu'il faut que garder
ce qui peut être un objectif partagé sur la création d'entreprises avec l'utilisation de ce statut pour des gens qui veulent expérimenter telle ou telle idée ou telle passion. Mais ce n'est pas acceptable qu'on assiste comme ça, spectateurs, les pouvoirs publics, à une espèce de démembrement général du Code du travail, d'autant que, bon, quel est le coût à la fin pour la société de tout ça, en termes de perte de cotisation, en termes de situation sociale qu'il faut bien compenser par d'autres politiques, en termes de cohésion. Je suis depuis toujours très interrogatif sur cette évolution. Merci, Monsieur le Ministre. Et les derniers points dont vous venez de parler font partie à part entière, comme vous le savez, de notre commission d'enquête. Et effectivement, nous aurons à rendre des recommandations et des conclusions sur cet aspect-là aussi, y compris sur les débats en cours sur la directive européenne, sur laquelle notamment nous aurons à auditionner un certain nombre de ministres actuels du gouvernement. Donc je vous remercie de vos propos et de vos analyses. Je crois que nous n'avons plus d'autres questions, et puis de toute façon nous vous avons gardé bien au-delà de l'heure initiale, en plus à l'heure du déjeuner. Donc je vous remercie beaucoup de votre disponibilité, de vos réponses. Si nous avons des questions complémentaires, nous vous les ferons peut-être parvenir, et à l'inverse, si vous-même voulez nous faire parvenir des compléments de réponse ou des informations, n'hésitez pas, nous avons encore quelques mois de travail devant nous. À l'intervalle, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, Monsieur le Ministre.